On a beaucoup parlé de l'emploi, notamment avec Amida, sur l'accompagnement des femmes dans leurs projets professionnels, quel que soit leur âge. On va parler plus globalement et pas seulement des femmes, dans ce que le quartier, dans ce que le football peut apporter individuellement et collectivement. Est-ce que Moussa Camara est là, il est déterminé? Moussa, est-ce qu'il est dans le coin? Non, je ne le vois pas. Nammata Traoré. Ah, voilà. J'avais pas vu. Vous étiez beaucoup trop loin. Merci d'être avec nous. Les terrains de D2, l'US Orléans. Je ne me trompe pas de club. C'est ça, c'est bien ça, on en parlera évidemment. Le football vous a permis d'évoluer, on va vous retrouver, on va parler des projets professionnels, de ce que vous faites sur et en dehors du terrain, des exemples et puis des vocations peut-être que vous pouvez créer. On va accueillir aussi Jamel Zahiri de Bondy Academy. Merci Jamel d'être avec nous aussi. Ancien joueur pro, Orléans aussi, peut-être que vous pouvez parler du Stade de la Source, que vous devez connaître tous les deux, Angers, le Red Star. On va évoquer ce que vous faites aussi avec l'AS Bondy. On parle de l'AS Bondy très souvent quand on évoque Kylian Mbappé, mais il n'y a pas que ça, il y a la Bondy Academy dont vous allez pouvoir nous parler. Il y a beaucoup de choses qui sont créées, avec Mamad aussi. Moussa Camara pour les déterminer, l'association, le Washington, New York, l'Elysée, tout ça, on aura le temps d'en parler, mais vous êtes trois exemples, vous, pour évoquer tout ce que les quartiers peuvent donner, tout ce que le sport peut donner, pas seulement le football, dans le développement personnel et professionnel de chacun. Juste, on va commencer avec vous, Namnata, sur ce que vous faites au quotidien, de se dire que vous avez quitté l'Île-de-France. Vous êtes où en région parisienne normalement? Du 93. Du 93. Où dans le 93? Chez Nagani. Et comment on se retrouve du 93 à l'US Orléans grâce au football? Grâce au football essentiellement. Est-ce que vous avez hésité à partir de Paris, partir du Grand Paris pour évoluer, pour aller au foot? C'était une grande décision. J'aurais aimé, moi, être footballeuse professionnelle en région parisienne. Mais malheureusement, je ne sais pas si les structures féminines et les clubs d'Île-de-France sont prêts à créer des joueuses de football professionnel. Donc, par conséquent, j'ai dû partir pour vivre de ma passion et m'épanouir de ma passion et être compétitive dans ma passion. Il faut encore structurer ça au sein des clubs. C'est une évolution. Il y a le foot, il y a le plaisir de jouer, il y a tout ce bonheur-là aussi de partager, mais il y a encore une évolution à avoir. Très très fort, très très fort. Je suis très dure avec les clubs de l'Île-de-France parce que je me rends compte que lorsque j'ai bougé, j'ai fait Saint-Etienne, j'ai fait Marseille, j'ai fait le RC Lens, et il y a énormément de filles de la région parisienne. Et ce qui me gêne, c'est que pourquoi ces filles, elles ont dû migrer? C'est des talents purement franciliens, on aurait pu créer de grandes équipes ici, mais les clubs locaux sont pas prêts. Il y en a, ils vont parler d'argent, mais au-delà de l'argent, selon moi, c'est un manque de structure, d'organisationnel, c'est un manque de voir sur du long terme, c'est que du résultat à l'instant T, c'est que du court terme. C'est complexe et c'est compliqué à faire changer les mentalités ici. J'étais à Marseille où tout était cadré, Ligue 1, D1 féminine, tout était cadré, était limite même infantilisé. Et de là, je me suis dit, ma famille, elle me manque. J'ai envie de rentrer en région parisienne. Il y avait un club de D2. D2, c'est un bon niveau. C'était Saint-Denis. Et je vous assure, c'est pas pour critiquer le club ou quoi que ce soit, c'était une désillusion, malgré le fait que c'est un club qui soit en Ligue 2, quoi. Et une désillusion d'un point de vue médical, une désillusion dans tout ce qui est à côté du football. On part en déplacement, premier déplacement, je vais à Orléans, à midi on mange quoi? Un sandwich. Donc, on te demande des résultats de joueuses professionnelles, mais à côté de ça on fait rien, on met rien en œuvre pour être la joueuse professionnelle. Donc c'est délicat, je sais pas, c'est un manque de structure, d'organisationnel, peut-être même d'envie, peut-être même une vision sur du long terme, je sais pas, mais il y a un truc à faire. Il y a vraiment un taf à faire. Mais je vais vous dire qu'il y a plein de choses qui sont faites.
Certainement. Et que ça commence à évoluer. Et on va parler avec Jamel, Namnata, parce qu'il y a un constat qui est là maintenant, c'est ce que vous faites, ce que Jamel, ce que Moussa font tout au long de l'année, tout au long des différentes expériences. C'est vrai que quand on parle de Bondy aujourd'hui, on parle de l'AS Bondy, on parle de Kylian Mbappé, on peut parler nous aussi de la Bondy Academy, on peut parler de ce qui est fait sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. De quel constat vous êtes parti, Jamel, avec votre passé de joueur de football professionnel, c'est important de le souligner. De quel constat vous êtes parti pour créer votre association, pour créer ce que vous faites aujourd'hui avec les plus jeunes dans vos quartiers? Moi, j'ai l'expérience d'avoir été en centre de formation. Déjà, j'ai quitté la ville à 15 ans. J'étais en centre de formation d'Angers. Moi, pendant j'ai fait 7 ans à Angers, entre le centre de formation et le premier contrat professionnel. Donc j'avais déjà l'expérience du centre de formation et des échecs de nombreux garçons qui étaient avec moi à la fin de son formation qui n'ont pas pu signer professionnel. Donc après j'ai fait un parcours modeste, mais j'ai quand même fait un parcours sur plus de 15 ans dans le football. Et je suis revenu sur Bondy à la fin, à peu près 33 ans, pour prendre la suite de Wilfried Mbappé, le papa de Kylian, au club de l'AS Bondy. Donc en arrivant à l'AS Bondy avec mon collègue Mam et Ami qui est là, on était tous les deux au club de l'AS Bondy pendant 3 ans, avant de créer notre association. Et on s'est vite rendu compte que le pouvoir du football, la force que pouvait avoir un éducateur et un club de foot dans nos territoires, il était énorme. Et il était sous-exploité. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, tout le monde est dans la compétition et dès le plus jeune âge, on se voit même des enfants en U9, en U10 de 8-9 ans, les clubs se les piquent maintenant. Donc c'était essentiellement ce côté compétition qui était mis en avant et puis le lien social qu'un club et qu'une association devait avoir. Parce qu'on l'a beaucoup oublié, mais ça reste des associations à but non lucratif. Et donc on a vraiment un rôle social pour créer du lien entre les populations, entre les différentes classes sociales, parce que maintenant on a tout se mélange. Il y a de moins en moins de quartiers comme dans les années 90 et 2000. Donc il y a beaucoup de classes sociales qui sont mélangées. Et si on n'arrive pas à créer ce lien entre les différentes générations, entre les différentes populations, je pense qu'on a tout perdu sur le rôle de l'association. Donc c'est pour ça que nous on a préféré, avec Mam qui est là, on a préféré nous arrêter la compétition et le club de l'AS Bondy pour créer notre association et travailler plus sur l'éducatif, sur le développement des enfants par le football, parce que c'est une force incroyable. Tous les enfants veulent jouer au football. Vous, dans une ville, nous, dans 93, par ville, vous pouvez ouvrir 4 clubs de foot. Les 4 clubs, ils seront débordés. C'est sans fin. Mais voilà, donc à partir de ce constat-là, on a voulu pouvoir créer des projets, des actions autour du football pour les enfants. Donc on travaille beaucoup sur l'éducation, sur la culture et tout ça. Créer des projets, les lancer, les mener à bien, que ce soit dans le sport ou ailleurs, et dans le monde professionnel, je crois que Moussa, vous connaissez ça par cœur, les déterminer, c'est peut-être le plus bel exemple, au-delà du foot, hein. On ne parle pas que de football et que de sport, on parle du Grand Paris, on parle de ce qui peut arriver, ce qui peut se passer dans les quartiers, toutes ces initiatives, toutes ces envies de progresser, de se développer, de s'épanouir et d'en faire son métier. Vous les connaissez par cœur. Aujourd'hui, et on disait de Sergi à l'Élysée, les discussions avec des politiques, on vous écoute parce que vous apportez cette valeur ajoutée, vous témoignez de cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, quand vous regardez derrière vous, vous voyez ce que vous avez fait avec ce que vous avez permis de lancer. Quelle est en plus de la détermination, parce que ce serait trop facile, ce serait trop simple de dire que c'est la détermination qui fait la différence. Qu'est-ce qui va faire la différence pour avoir un projet qui aboutit, une histoire professionnelle qui va aboutir? Ouais, en effet, pour répondre directement à ta question, pour nous, c'est le foot comme l'entrepreneuriat, c'est des outils. C'est des outils qui nous permettent d'aller à l'émancipation, à l'épanouissement des jeunes qu'on accompagne au quotidien.
Et c'est vrai que pour nous, le levier économique, le levier vers l'insertion professionnelle, c'est un élément important dans nos quartiers, parce qu'on se rend compte que finalement, aujourd'hui, quand on regarde un peu, je vais parler un peu de chiffres, mais le taux de pauvreté qu'il y a dans certains territoires, notamment dans nos quartiers, le taux de chômage qu'il y a auprès des jeunes, on se dit que le levier économique doit être un levier assez puissant. Et le foot permet de ça aussi. Le foot, ça permet, ce que Jamel a raconté, qu'il utilisait le club pour essayer aussi ramener les jeunes vers la culture, de ramener les jeunes vers l'emploi et la formation, ou par plein de dispositifs. Pour moi, c'est important. Nous, ce qu'on a voulu faire chez les Déterminés, c'est de pouvoir préparer une future génération d'entrepreneurs. Une génération d'entrepreneurs qui va être en capacité de se projeter, qui vont être en capacité de créer des modèles économiques dans la durée, et qui vont être aussi en capacité de créer des emplois et de créer une dynamique là où on ne les attend pas. Et pour ça, ça a été un travail d'accompagnement, ça a été un travail de mise en relation avec un réseau assez important. Pour moi, la passerelle entre tout l'écosystème de start-up, quand on regarde un peu aujourd'hui les instances, au premier niveau de qualification, ça va, il y a de la diversité, il y a de la représentativité, des gens qui sortent un peu de parcours avec des parcours, mais plus on monte, plus on se rend compte que même dans le monde du foot, on se rend compte que dans les directions, c'est 100% blanc. Il n'y a pas forcément des gens qui peuvent ressembler avec des parcours. Et ce qui manque dans notre pays, en France, c'est les symboles. On a oublié que le symbole, parfois, ça permettait de faire rêver. Et pourquoi aujourd'hui on retrouve des succès dans certains secteurs, mais très peu dans d'autres secteurs, parce qu'on a eu des symboles. Aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui, très tôt, sont très impliqués dans le sport, on sait qu'il y a des références. Et ces références nous font beaucoup de bien. Mais dans un certain cercle, et moi un peu dans le monde dans lequel je navigue et je circule, faut compter là. Il faut réussir à compter. C'est facile à compter qu'on n'y est pas présent. Et du coup, l'idée de Déterminés, c'est de créer cette passerelle qui va permettre de faire en sorte que dans des écosystèmes là où on ne nous attend pas, on soit présent. Mais on soit présent de la bonne manière. On soit présent parce qu'à un moment donné, on a réussi à créer des modèles. Avec ces modèles, on a réussi à impacter, à changer les choses. Deuxième chose, c'est finalement, quand on crée les Déterminés, c'est pas une question de diplôme. C'est pas une question de là où on vient. C'est pas une question, à un moment donné, de volonté ou pas. C'est une question de détermination. C'est une question de j'ai un projet, j'y crois tellement que ce projet, finalement, il va y aboutir, il va me ramener là où je dois y arriver. Et après, concrètement, on a réussi aujourd'hui avec le projet qu'on part, l'énergie, c'est de créer des passerelles. C'est-à-dire, on n'a pas créé un écosystème en dehors de l'environnement qui ne nous était pas forcément favorable au départ, mais on a créé un modèle qui fait en sorte que dans l'environnement médiatique, politique, économique, on soit aussi présent et on arrive aussi à faire porter des sujets dans lesquels parfois les gens ne se posent pas la question. Ou parfois, il y a des entreprises qui veulent aller sur des sujets, mais comme ils ne maîtrisent pas ces sujets, ils ne partent pas sur ces sujets. Et du coup, nous, on doit être un peu ce traducteur entre ces deux mondes et faire en sorte que les gens ils se parlent et faire en sorte que les a priori tombent, casser ces barrières et de faire en sorte que, surtout, ils arrivent à travailler ensemble. Nata, ça vous parle, ce que dit Moussa, dans cette détermination, mais aussi dans cette méthode pour progresser, pour faire progresser les choses. Vous avez parlé, je crois que c'est le bon mot, de l'amateurisme que vous avez pu voir même dans un club professionnel en région parisienne, entre guillemets professionnel, je ne veux pas vous froisser, mais il y a cet aspect-là, ça vous parle, ce que dit Moussa? Ah oui, mais ce qu'il devrait faire, Moussa, c'est de prendre contact avec la plupart des présidents de la région parisienne, de l'Île-de-France et des clubs, et de bosser avec eux. Parce que ce qu'il dit, c'est très très français. Et à un moment donné, il y a beaucoup de demandes, encore plus dans le football féminin. Moi, je me consacre au football féminin. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de joueuses. On le voit quand on fait nos tournois Foot Street. C'est bondé, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Elles ne sont pas prises en charge. Il y a des clubs comme le Paris FC qui essayent de mettre en lumière un peu le football féminin de l'Île-de-France de manière professionnelle, mais c'est encore très peu. C'est encore très peu. Avec tous les clubs qu'il y a en Île-de-France, c'est pas normal qu'il n'y en ait aucun au plus haut des niveaux et aucun sur lesquels on puisse s'appuyer.
Donc, les gamines, elles font quoi aujourd'hui? Elles se réfugient dans le food street. La plupart du temps, les gamines, elles vont pas prendre de licence. Elles vont se réfugier dans le food street parce qu'aujourd'hui, le food street a plus de structure qu'un club. Et c'est malheureux de le dire. Aujourd'hui, un tournoi food street que par exemple Adidas va organiser est plus structuré. T'as à la fois le plaisir, t'as à la fois le gain, t'as à la fois la compétitivité, t'as à la fois le talent. La gamine, elle recherche quoi? La gamine, elle est mise en lumière, elle est mise en valeur. Donc, elle va se contenter de ça plutôt qu'aller en club et jouir de sa passion. Et ça, c'est triste. C'est sur ce quoi on doit bosser en commun, trouver des solutions pour ne plus, ne serait-ce que partir de la région parisienne. Il y en a plein qui aimeraient revenir, prendre leur retraite en région parisienne, dans les clubs, les alentours et tout, etc. Mais c'est pas possible parce que tu sais que tu vas perdre en compétitivité et que tu vas te perdre en fait. Tu vas préparer ta deuxième vie en fait. Et c'est pas foncièrement le but. Donc voilà, il en faudrait plus en fait. Oui, il en faut plus, mais grâce à des gens comme Moussa, il y a des méthodes qui sont mises en place. Je sais que le process, la rigueur, l'organisation, il y a des méthodes, des processus qui sont mis en place par les déterminés pour permettre d'accompagner. Et on peut encourager tout le monde. Tout à l'heure, Christophe disait qu'on a besoin de personnes pour discuter, pour échanger. N'hésitez pas à contacter. Juste, est-ce que tu peux nous parler de cette méthode, de cet accompagnement, quand vous voyez des projets qui sont vraiment sérieux, parce que c'est pas juste une idée qui sort comme ça de la tête, vous arrivez à voir ceux qui sont vraiment motivés et des projets qui sont pas farfelus. Il y a un vrai accompagnement, une vraie méthode pour ça. Tu as raison, Ismaël. Ce que tu dis, c'est la préparation. En fait, moi, je me suis rendu compte que, au départ, quand j'ai voulu commencer mon action, je me suis dit, bon, finalement, il fallait juste mettre les gens en relation et ça allait marcher. Ce que j'avais peut-être sous-estimé dans mon action, c'était que parfois, dans un environnement, quand tu nais dans un quartier ou même dans un village, tu n'as pas tous les codes et la compréhension du monde en face. Et du coup, il faut comprendre et il faut se préparer. Donc, trop longtemps, au début, dans les mises en relation, j'accélérais, je mettais de la confiance aux personnes qu'on accompagnait et en face, ils n'arrivaient pas forcément à saisir l'opportunité parce que pourquoi ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés. La préparation, c'est la base. C'est comme quand on fait du foot, on se prépare aux entraînements, on peaufine nos jeux et au jour du match, on est bon, des fois on gagne, des fois on perd. Mais au moins on est préparé. C'est pareil dans le monde économique, c'est pareil dans le monde de l'association. Il faut préparer. Et nous, la clé du succès des gens qui rentrent chez nous, c'est la préparation, l'accompagnement et la formation. C'est la base. Et on a une méthode qui est assez innovante, on va dire. Moi, je dis tout le temps, quand on commence un programme chez nous, je dis, ici, on n'est pas à l'école, oublie qu'on n'est pas à l'école. Il faut que ça soit attractif, mais ça ne soit pas scolaire. Parce qu'on a des gens qui sont diplômés, on a des gens qui sont moins diplômés, on a des gens qui sortent d'horizons totalement différents. Et on a besoin de créer un socle pour qu'à la fin du programme qui est en présentiel 100%, qui dure 6 mois, c'est qu'ils sortent avec tous le même niveau de compréhension du programme et qu'ils puissent avancer. Alors peut-être que certains auront plus de difficultés que les autres de comprendre certaines choses, d'autres vont accélérer beaucoup plus rapidement, mais la cohésion du groupe fait en sorte qu'à la fin, il n'y a personne qui est laissé au bord de la route et ça c'est hyper important. Donc cette méthode-là, on l'a réfléchi, on y a travaillé, on s'est remis en question, elle a été challengée pour essayer d'apporter la meilleure pédagogie possible aux gens qui rentrent dans nos programmes. Parce que pourquoi en réalité, c'est tout simplement, nous quand on essaie de proposer des programmes ou d'accompagner des gens, c'est que, moi je dis toujours, on vise l'excellence. On vise l'excellence. C'est hyper important de viser l'excellence parce qu'à un moment donné, et ça n'a rien à voir avec l'ambition, parce que chaque ambition est respectable. Il y en a qui ont des ambitions d'arriver, d'être le leader mondial, leader international, régional, etc., dans leur spécialité. Et il y en a, ils veulent juste être le meilleur de leur rue. Et ça aussi, il faut respecter. Mais par contre, nous, on va t'aider à être le meilleur de ta rue, mais en étant excellent. Et du coup, ça, c'est une préparation, c'est une méthodologie, c'est un accompagnement, c'est une proximité assez importante avec les entrepreneurs et avec les gens qu'on accompagne
pour qu'à la fin on y arrive. Et le résultat est là. Parce que quand ils rentrent le premier jour, en manque de confiance, parfois ils se posent des questions, parfois ils ont des doutes, parfois est-ce qu'ils croient vraiment que leur projet va aboutir. Et à la fin, c'est un changement de personne et d'état d'esprit qui est changé. Et quand moi je parle de détermination, pour moi on appelle le projet Les Déterminés tout simplement parce que la détermination c'est un état d'esprit. C'est au-delà de vouloir entreprendre sa boîte, c'est comment on devient patron de sa propre vie. Comment on se met en action, comment on crée des opportunités. Quand on a un projet, on veut être dans le sport, on veut avoir un projet personnel, sportif, entrepreneurial, culturel, comment on arrive à créer les conditions pour arriver au bout de ce projet. Et après, il peut y avoir peut-être la réussite, peut-être l'échec, mais au moins on est allé au bout et on a appris beaucoup de choses dans cette route-là. Et pour moi, ça c'est hyper important d'être dans cet état d'esprit de je me mets en action, je trouve les personnes avec qui je peux essayer de mettre ça en place et j'active des bons leviers. Et ça, c'est ça qu'en vrai on apprend aux entrepreneurs et aux gens même qui ne sont pas forcément entrepreneurs mais qui rentrent chez nous. Et après, avec ça, ils peuvent aller dans n'importe quel projet, ils ont la méthode. Et avec cette méthode, voilà, ils ont le chemin. Jamel, l'idée, elle est plus que noble. La pratique du foot, le plaisir, mais aussi l'aspect éducatif en dehors du terrain. Quand Moussa évoque l'après dans le projet professionnel, en quoi ça peut faire partie dans les études si ce sont des plus jeunes? Ils ne sont pas encore sur les projets professionnels, mais dans la structuration, l'organisation, la détermination. Comment vous, au quotidien, vous accompagnez les plus jeunes? C'est une bonne combinaison. On les prépare pour Moussa dans quelques années. Ils les rejoindront. On a aussi, nous, ce volet insertion à la Bondy Academy, parce qu'on récupère tous les ans, nous, des éducateurs pour encadrer les jeunes. Et tous les ans, on a mis un point d'honneur à récupérer des jeunes éducateurs, de jeunes garçons, pour l'instant. Peut-être bientôt, ce sera des filles, sorties de centres de formation, pas gardées dans les centres de formation et qui se retrouvent à 19 ans, devoir rentrer chez leurs parents après 4 ou 5 ans passés en centre de formation. Et pour la plupart, qui ne savent pas quoi faire sur la première année. Donc, ce volet insertion, on l'a aussi pris en compte. On a déjà accompagné une quinzaine de jeunes garçons et filles sur des diplômes dans le sport comme le BPGEPS ou le DEGEPS et vers des emplois aussi. Après être passés par chez nous, on a des garçons qui sont sortis de son formation de Rennes, de Châteauroux, de Nantes. Donc tous les ans on récupère des garçons dans ce style-là et on les aide aussi à pouvoir se réinsérer. Parce que sortir d'un centre de formation c'est assez brutal. Tout à l'heure, je crois que c'était Tonser qui parlait d'un reportage sur la dépression en sortie de centre de formation. Donc on sait ce que c'est, ces garçons et ces filles ont besoin d'accompagnement. Donc on est aussi sur ce volet insertion. Après sur les plus jeunes, on travaille nous dès l'école élémentaire. Cette année, on a un programme avec les 12 écoles élémentaires de la ville sur les ateliers sur la prévention contre le harcèlement scolaire. Donc on a mis tout un programme avec les écoles, avec les enfants. Donc ils viennent tous les mercredis matin chez nous. De 9h à 12h à midi, on les accueille. Ils ont un atelier avec des professionnels sur la prévention du harcèlement scolaire. Ils ont des ateliers sur la confiance en soi. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants harcelés manquaient énormément de confiance en eux. Il y a un gros sujet sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Donc on travaille énormément avec les enfants sur ce point-là. Et à côté de ça, ils ont un entraînement de foot à la sortie de cet atelier. Je vous avouerai qu'ils s'inscrivent tous pour l'entraînement de foot, mais ils ressortent avec Tant mieux. Tant mieux, mais c'est l'idée, pouvoir les attirer par le football parce que ça a une puissance incroyable et pouvoir, quand ils sortent de chez nous, ils sont sortis avec d'autres armes. On a créé beaucoup de synergies avec d'autres associations comme l'association Graines d'Orateurs qui fait un boulot exceptionnel dans notre département et maintenant dans toute la France. Donc sur des ateliers d'art oratoire pour la prise de parole en public. Et ils avaient tous ces ateliers-là avaient l'habitude de commencer avec des lycéens.
C'est nous, avec Grandurateur, on leur a proposé de commencer avec l'école chez l'élémentaire. Tout le monde a été un petit peu sceptique et tout le monde s'est rendu compte rapidement que les enfants, c'est des éponges et ils sont capables dès le plus jeune âge de pouvoir s'intéresser à ces sujets-là et vraiment progresser là-dessus. Donc voilà, le football comme levier d'insertion et de développement personnel. Et après, on finit chez Moussa et on aura fait quelque chose d'exceptionnel. Avant, vous avez intérêt à vous structurer, à vous organiser, sinon Nata, elle sera là pour vous dire. Mais Nata, vous avez dit, l'amateurisme pur, je préfère le vivre en bas de chez moi que me prendre la tête dans un club. C'est ce que vous expliquez. Au final, à quoi bon aller loin si c'est pas structuré? C'est carrément ça. À quoi bon partir de chez mes parents et aller m'embrigader dans quelque chose que je peux avoir en bas de chez moi. Le street foot, et encore, hein, le street foot, plus on avance, plus ça devient des tournois très très structurés, où tu peux avoir des recruteurs, où tu as du talent, où tu as une vraie compétitivité, où les gens, les filles comme les garçons d'ailleurs, s'entraînent pour ces tournois-là. Pourquoi je préfère être en bas de chez moi et vivre de ça, du pur plaisir, du vrai football, et en plus, c'est quoi? C'est de la mixité, c'est de la sociabilité, tu crées quelque chose de vrai, de pur, plutôt qu'aller me prendre la tête à payer une licence et à manger un sandwich pendant qu'il y en a qui mangent des pâtes. C'est une dinguerie. Donc, non, moi j'aimerais qu'on salue leur taf, parce que leur taf, ils sont dans le vrai. C'est ce que j'aurais aimé avoir, moi, étant plus jeune. Et les gamines comme les garçons, aujourd'hui, en ont besoin. C'est créer à petite échelle ou à grande échelle des vrais centres de formation, mais des vrais centres de formation à l'image de la société et de ce qu'elle réclame. Ils sont tellement dans le vrai, que ce soit dans la dépression, que ce soit dans l'accompagnement, dans le harcèlement, que ce soit dans se créer pour être un bon footballeur ou une bonne footballeuse, il faut savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, ben sur le terrain, tu vas le ressentir à un moment donné. Donc c'est vraiment créer l'homme, la femme, l'humain, pour créer le footballeur performant. Et aujourd'hui, en région, je tape sur la région parisienne, mais parce que ça me fait mal, on a tellement de talent que normalement tu devrais être un truc de fou en fait. Mais aujourd'hui on subit notre talent. Et notre talent il émigre. Et c'est eux les modèles. Aujourd'hui pour moi, les clubs de l'Île-de-France devraient prendre modèle sur ce genre de personnes. Créer l'humain, ne pas être dans la culture du résultat à l'instant T. Si tu crées l'humain sur le long terme, tu vas avoir ce que tu veux. Mais si tu es que dans la culture de résultat, je veux qu'on gagne, tu veux qu'on gagne, mais tu n'es pas capable d'avoir un kiné. Tu veux qu'on gagne, mais tu n'as que 3 entraînements par semaine, pendant que les autres, elles s'entraînent tous les jours. Elles ont récupéré, elles ont le bain froid, elles ont tout ça. Donc, des fois, on met l'à côté, ils ne le prennent pas en compte. C'est pas structuré, c'est pas organisé. Je me fais des ennemis, hein, mais c'est réel. Non, Nata, c'est pas se faire des ennemis, c'est quelque chose d'important, et dans ce qu'a dit Moussa, c'est pas une histoire de résultats. C'est que quand on parle de projet professionnel, c'est structuré, c'est juste. Non, pas juste. C'est de l'organisation, de la structuration, de la compétence aussi dans la formation, Moussa. C'est important de dire, et même pour les associations, c'est une vraie organisation. Les personnes qui sont à la tête d'une société, quand on parle de projet professionnel, il n'arrive pas comme un amateur, c'est un projet professionnel. On ne parle pas de professionnel de football, professionnel avec une vraie expertise. Peut-être que la FFF a un rôle à jouer aussi, c'est d'éduquer aussi, former, pour vraiment élever même le football en son entité. Tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que la FFF a un grand rôle parce qu'aujourd'hui c'est elle le porte-monnaie et c'est elle qui tient les filons. Mais elle a un rôle à jouer avec les acteurs locaux, avec ceux qui sont au contact du public au quotidien. Parce que quand tu regardes la FFF aujourd'hui, c'est pas nous. Non, nous on est en jogging, on est là, on est acteurs. Ils sont en costard cravate, ils sont pas sur le terrain. J'ai justement une question, Moussa, sans trahir de secret. Tu as échangé avec le président de la République, tu échanges avec des ministres, avec des personnes à responsabilité. Quelles sont les 2 premières questions
leurs 2 premières interrogations quand ils échangent avec toi? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Pour te répondre directement, déjà, ils n'ont pas toute l'information. Il y a 3 semaines, j'étais avec la ministre des Sports. On parlait de ces sujets d'employabilité, d'éducation. Là, ils vont former plus de 10 000 coachs, éducateurs sportifs, et essayer de leur donner les vrais moyens pour pouvoir intervenir au plus près, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, qui au quotidien trouvent des solutions. Mais si ces mêmes éducateurs sportifs sont parfois dans la précarité, parce qu'ils font beaucoup de bénévolat, on ne trouvera pas la solution. Donc l'objectif, c'est comment on arrive à mettre les moyens là où il y en a besoin, et de faire en sorte que derrière, moi dans les discussions que j'ai avec eux, c'est tout simple, hein, c'est qu'à un moment donné, il y a trop d'intermédiaires, il y a trop d'interlocuteurs. Et du coup, quand on décide une politique publique, le temps d'arriver vraiment aux bénéficiaires, c'est passé entre 1000 chemins, quoi. Et là, il faut vraiment que, et comme ils n'ont pas la connaissance de tout l'écosystème des gens comme Jamel ou de toi qui font un travail exceptionnel partout en France, finalement, parfois on ne tire pas là où on veut tirer. Et moi, je suis là pour leur dire à chaque fois, attention, ce que vous allez mettre, il n'y aura pas d'impact si ce n'est pas fait de telle et telle manière. Donc nous, notre rôle à nous, c'est d'alerter à chaque fois, tout le temps. Parfois on est écouté, parfois on n'est pas écouté. Mais il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que ce qu'on a fait depuis des années, ça ne marche pas. Donc il faut peut-être revoir d'une manière différente comment ça peut mieux marcher et de manière beaucoup plus, on va dire, concrète. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la base. Aujourd'hui, on demande aux éducateurs sportifs de travailler sur faire le lien entre l'emploi et l'insertion. Parce que c'est eux qui capitalisent beaucoup de jeunes, beaucoup de publics, beaucoup de bénéficiaires. C'est ce que tu fais dans ta structure. Tu as eu cette conscience et cette intelligence et ce moyen de pouvoir faire des actions qui peuvent éveiller la conscience des plus jeunes, parce que en réalité, dans un club, sur une proportion de 1000 joueurs, il y en a peut-être 10 qui vont devenir professionnels. Le reste, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse sur le côté de la route. Et c'est là, pour moi, il y a un vrai sujet. C'est comment on travaille de vivier pour faire en sorte que même s'ils ne deviennent pas tous footballeurs professionnels, peut-être que certains vont travailler dans des instances ou dans des métiers liés au foot, à leur passion, et peut-être que d'autres vont faire autre chose. Et ça, c'est un travail en amont qu'il faut faire, avec des éducateurs formés, préparés, et de faire en sorte que ceux qui sont quotidiennement en lien avec les jeunes, en disant, ok, ton projet c'est d'être footballeur professionnel, on va essayer de te ramener là-bas, mais si tu n'y arrives pas, au cours de ce chemin, tu auras acquis des compétences, tu auras acquis des outils qui vont te permettre de rebondir, même si tu n'arrives pas forcément à ce projet dont tu rêvais. Et ça, c'est hyper important, et ça, c'est le rôle de nous tous. Hein. Je pense que c'est une prise de conscience. Hein. Quand on voit la reconversion des sportifs, même parfois qui ont eu des carrières et qui à la fin, à 30, 35 ans, 40 ans, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de leur vie et de leur vie professionnelle, c'est un échec. Et aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas accepter ça. Et du coup, il faut mettre des outils en place pour essayer de travailler sur le vivier des plus jeunes, mais travailler aussi sur la reconversion des sportifs et tout le monde lié au sport, parce qu'il y a énormément de besoins. On a à moins d'un mois des JO et tout, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience par rapport à tout ça. Et pour moi, c'est le travail que nous, en tant qu'acteurs, on doit aussi sensibiliser les responsables politiques, économiques. Ce que tu dis sur la fédération, c'est très vrai. La fédération, je pense qu'elle a un rôle aussi à jouer, parce que son rôle, c'est comment on fait aussi monter à des postes de responsabilité des gens qui sont depuis des années investis pour la cause du football. Mais quand plus tu montes, plus les portes elles ont l'air verrouillées, parce que chacun risque pour sa place. Et du coup, chacun protège sa place, et finalement, ça ne fait pas avancer le sport et le football en général. Voilà, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Les portes, elles sont fermées, mais Jamel, il forme des serruriers. Exactement. Dès le début, en tout cas, avec ce que vous faites, la Bondy Academy, mais d'autres associations. Mais c'est important de voir la chaîne, les maillons de la chaîne. Alors, il y a Moussa un petit peu plus loin dans la chaîne, parce qu'on est plus sur des projets professionnels d'adultes, mais très petits. On a sur du football amateur ou du sport amateur. On va aller au-delà du football. Et ce que tu disais, on forme des sportifs, on les amène par le foot, mais on en profite pour glisser des messages. Moi, Semaine, pour rebondir là-dessus, moi je connais la difficulté de pouvoir devenir producteur professionnel. Je connais la difficulté de pouvoir
mener une carrière de joueur professionnel. C'est pas le tout du toucher du doigt, mais il faut pouvoir y rester et gagner sa vie pendant 15 ans. C'est encore beaucoup plus difficile. Donc, beaucoup d'enfants, de garçons et de filles, parce que les centres de formation féminine commencent aussi à pousser. Donc on aura bientôt la même problématique qu'avec les garçons chez les filles dans pas longtemps, qui vont revenir à 19 ans, 20 ans sans aucun bagage. Donc ça aussi faudra s'y préparer. Mais j'ai une anecdote souvent que je raconte, et mon collègue Mam est là, et ça le concerne. Depuis que j'ai vu ça, je ne pourrais plus jamais voir le football dans le monde associatif de la même manière. Là, je mets de côté les clubs professionnels parce que c'est pas mon sujet, mais le football dans les clubs associatifs et dans nos quartiers en particulier, depuis ce jour-là, je le vois plus de la même manière. L'anecdote, c'est que on était avec Mam à l'AS Bondy Football en tant que directeur technique, et il avait un petit, ça fait plus de 15 ans qu'il est éducateur, notamment à Bondy, et il avait un petit qui a toujours été au club, qu'il a coaché sur plusieurs années. Et il est arrivé, il devait avoir 16 ans, il était au lycée. Et les parents étaient débordés. Le comportement ça allait pas à l'école, il n'y a rien qui allait. Il y avait qu'au foot, tout allait bien, il se comportait bien au foot, il jouait bien, il écoutait Mam, tout se passait bien. Et les parents étaient débordés. Donc ils sont venus une fois voir Mam, est-ce que tu peux nous aider, Donc on parle au petit, on essaie de l'accompagner. Et sur les réunions parents-prof, donc le petit, il ne voulait jamais y aller avec ses parents, ils n'avaient aucune influence sur lui. Les parents sont venus au stade pour demander à Mam s'ils pouvaient les représenter aux réunions parents-prof. Un enfant avec ses papas et maman, donc c'est pas une famille monoparentale, les parents sont bien présents. Mais ils ont demandé à l'éducateur et le responsable du club de les représenter. Il a été toute l'année aux réunions parents-prof. Voilà, donc, et c'est comme ça qu'on a pu réussir à tenir le jeune. Il a été jusqu'au bout. Alors, les notes qui soient bonnes ou pas bonnes, c'est pas le plus important, mais c'est son comportement, et pouvoir pas lâcher les études, parce que c'est très important de rester dans le système. Donc, quand tu vois ce genre d'histoire et ce genre de mésaventures avec les familles, tu te dis qu'on a un rôle beaucoup plus important que pouvoir leur apprendre à faire un contrôle orienté et une passe, en tout cas dans nos territoires. Et ça, très peu d'associations et de clubs l'ont pris en compte. Donc il faut absolument qu'on puisse multiplier le lien social qu'on a, le renforcer. Nous, on travaille aussi dans des quartiers prioritaires de la ville sur l'accompagnement à la scolarité en dehors du football. C'est vraiment se déplace dans les quartiers. On le fait beaucoup nous au stade où les enfants viennent et essayent de repartir avec d'autres bagages. Mais la priorité, elle est là. Et si on le fait depuis le plus jeune âge, mais bien entendu, les enfants qui ont du talent, on les accompagne. Les enfants qui ont du talent, on a des entraînements de qualité, des éducateurs de qualité, on ne fait pas que du violon. Donc c'est important, ça aussi, on les accompagne. Peut-être certains partiront en centre de formation, on a déjà des demandes par rapport à ça. Mais quand ils reviendront, si jamais ils doivent revenir, je ne leur souhaite pas, mais s'ils reviennent, ils seront partis avec certains bagages. Des bagages que moi, j'ai pas pu partir avec à 15 ans et que j'ai acquis après à 38 ans quand je suis revenu ici. Merci beaucoup, Jamel. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les intervenants. Merci aux femmes à Genève. Merci à Adidas pour cette 3e édition du FC Days.